Bonjour à tous, je m'appelle Mathieu Bézanger, je travaille à la sous-direction gouvernance numérique du commissariat au numérique de défense en tant qu'architecte d'entreprise. Je suis également membre de l'Agoratech, un collège d'architectes parmi les missions duquel figure notamment l'entretien du cadre de cohérence technique ou CCT pour les intimes. Et dans nos missions, outre l'entretien du CCT, on s'assure également de la vérification de sa mise en œuvre dans les systèmes d'information du ministère. C'est donc ce cadre de cohérence technique que je vais vous présenter aujourd'hui. Nous allons commencer par le contexte, définir ce qu'est le CCT, comment le lire. Nous terminerons par les évolutions prévues et quelques liens utiles. Qui parmi vous a déjà entendu parler du CCT avant ce webinaire? En utilisant la fonction main levée pour ceux qui passent par l'interface web, est-ce que vous pourriez voter? Ok, on a quand même pas mal de monde. Très bien, eh ben, il est plus populaire que je ne le pensais. Commençons par le contexte. À quel besoin essayons-nous de répondre avec le CCT? Il était une fois un monde avant le CCT, un monde dans lequel les chefs de projet ne savaient pas quelles exigences non fonctionnelles ajouter dans leur cahier des clauses techniques particulières, ou CCTP, et recopiaient donc le CCTP du voisin, en espérant que ces exigences s'appliquaient bien à leur contexte. Un monde dans lequel les développeurs pensaient à tort avoir carte blanche alors que l'on recommande l'usage de certaines technologies et que l'on en interdit d'autres. Un monde dans lequel l'intégrateur découvrait en arrivant chez nous qu'il devait concevoir des services socles, authentification, supervision technique, qui n'étaient pas les mêmes selon les segments réseau. Bref, en résumé, nous avons des profils divers et variés d'agents du numérique, que ce soit internes, Minarm ou externes, qui ont besoin de ces informations, qui sont gérées par des entités différentes, qui sont décrites dans des documents différents, voire pas décrits dans des documents. Et l'objectif de CCT est de centraliser et d'officialiser toutes ces informations dans un document unique. Concrètement, qu'est-ce que le CCT? C'est un recueil de références documentaires utiles, un cadre normatif en matière de technologie, une présentation des services disponibles sur nos intranets et sur Internet, ainsi qu'une liste des briques logicielles précisant leur niveau d'acceptabilité selon les versions. Pour détailler un peu, il référence des documents variés. Cela va des documents internes pour préciser des règles, par exemple une directive sur l'automatisation robotisée des processus, ou RPA pour les anglophones, une directive sur les conteneurs qui doit sortir d'ici peu. Il précise également des informations utiles. Par exemple, on a un guide sur la mise en œuvre des API au ministère, on a des spécifications d'interface pour se connecter à nos briques, notamment la brique d'authentification. Et on liste également des documents externes qui restent valables dans nos contextes. Par exemple, le RGA, le référentiel général pour l'amélioration de l'accessibilité de la DINUM, les standards d'interopérabilité, c'est pas beaucoup mieux en français, et profils de l'OTAN. Dans les documents externes que nous allons lister, je pense par exemple à la transition post-quantique du TLS qui a été rédigée par l'ANSSI, et les critères sur lesquels nous allons juger de l'acceptabilité de vos propositions techniques et technologiques. Fonctionnalité, il ne faut pas que votre solution couvre des besoins déjà satisfaits par des briques du socle ou par des briques recommandées au CCT, ni qu'elle offre des fonctions de développement, d'exploitation ou d'exécution du code arbitraire à un utilisateur standard. Pour des raisons de sécurité, le développement est toujours séparé de la production. Côté support, il faut se demander, est-ce que le produit est maintenu? Par maintenu, je parle de maintenance en conditions opérationnelles et maintenance en conditions de sécurité. Est-ce qu'il s'agit d'une brique open source? Si oui, est-ce qu'elle est maintenue par une organisation ou un groupe de contributeurs actifs? Ou est-ce qu'elle ne repose que sur les frêles épaules d'un développeur qui fait ça sur son temps libre? Si c'est bien maintenu, combien de temps? Forcément, on préférera une brique qui est maintenue pendant 2 ans qu'une brique qui est maintenue 6 mois. Et de manière générale, il faut privilégier des versions stables. Donc ça veut dire pas de version bêta, pas de release candidate, comme on peut le voir pour certains cas d'usage, typiquement pour les projets PHP qui utilisent des CMS. Les développeurs ont la mauvaise tendance à ne pas suivre les versions stables. Côté sécurité, il faut se demander s'il y a des vulnérabilités. Si oui, de quel niveau? Est-ce qu'on parle de failles critiques? Est-ce qu'on parle de failles hautes ou de failles basses? Il faut regarder à quelle vitesse les précédentes failles ont été corrigées. Heu, Indépendamment des failles, on peut aussi regarder pour une application qui a vocation à être déployée sur nos intranets, si elle a besoin d'échanger avec internet. Auquel cas c'est soit interdit, soit ça doit être contrôlé et passer par une passerelle. Donc si j'ai besoin de vérifier des licences, il faut soit que je puisse déployer un serveur de licence au Minarm, soit que je puisse faire autrement, parce qu'il n'y aura aucun échange entre notre système d'information et internet, hors passerelle.
En matière de qualité, on va regarder si c'est documenté, que vaut le code. Quand je parle de valeur du code, je parle d'analyse de la qualité du code via SonarCube ou Cast. On a un bureau dédié, au ministère qui peut s'en charger si nécessaire. Côté intégration, on va regarder s'il y a un client lourd, qui est forcément plus compliqué à déployer qu'un système d'information dépendant d'un client léger. On va regarder si la solution nécessite une authentification applicative ou si elle gère du SSO via OpenID Connect ou SAML V2. On va regarder si elle peut échanger avec d'autres SI déployés et comment. Typiquement, les préconisations du ministère, c'est plutôt via API REST. On va regarder ses dépendances. Et quand je parle de dépendance, je ne parle pas uniquement de librairie tiers, mais également des dépendances à un éditeur, dans le cas d'un logiciel propriétaire, ou à un pays, dans le cas d'un logiciel soumis à des lois extraterritoriales ou maintenu par un État antagoniste. Typiquement, une solution bien sous tout rapport, mais adhérente à l'antivirus russe, a peu de chances d'être déployée sur nos machines. Le CCT précise également les services disponibles selon les contextes de déploiement. Ça va de la sauvegarde à l'authentification en passant par la signature électronique ou la visualisation des données. Notez que ces services sont décrits d'une part pour que vous sachiez comment vous interfacer avec, le cas échéant, et d'autre part pour éviter que vous ne proposiez des fonctionnalités concurrentes. Cela rejoint les critères de fonctionnalité et d'intégration que je mentionnais quelques secondes plus tôt. Si vous avez bien suivi, il précise également le statut des briques logicielles. Là, on a quelques exemples avec des agents de message. Et on précise si nos exploitants savent le gérer. Donc vous avez la première colonne, c'est le statut, et la deuxième, c'est le niveau de soutenabilité. Je détaillerai plus tard. Point extrêmement important, le CCT s'applique à tous les SI du ministère. Évidemment, toutes les directives et règles mentionnées ne s'appliquent pas à tous les contextes. Et le niveau ça n'applique pas dans tous les contextes, et le niveau de service offert et de contrainte dépendra de la cible de déploiement. Concrètement, nous serons plus regardants pour un SI déployé sur l'un de nos intranets que s'il avait été déployé sur un internet ou sur une infrastructure qui ne dépend pas d'un opérateur du ministère. Pour autant, dans les deux cas, il reste des règles de sécurité à respecter, à commencer par le maintien en conditions de sécurité. Le CCT a donc vocation à être applicable dans tous nos marchés, même si, encore une fois, sur certains contextes, vous allez lire 5% du CCT et sur d'autres, 30. Comment se lit-il? Il est découpé en différentes parties. Généralité de consommation, qu'est-ce que le CCT? À qui sert-il? Comment le lire? Etc. On a une partie cadre référentiels généraux où on va parler des référentiels internationaux, OTAN, Union européenne, interministériels ou ministériels. On a une partie services communs qui va décrire autant les services utilisateurs, que ce soit la messagerie, la téléphonie ou l'accès à mobilité, que les services pour les applications. Tout ce qui est service IA, big data, API gateway, etc. Côté sécurité, nous allons parler d'homologation, de chiffrement, de nos passerelles existantes ou quels sont les critères pour en monter une si nécessaire, de télémaintenance. D'ailleurs, je vais faire une aparté pour préciser qu'il n'est pas possible d'exploiter à distance, c'est-à-dire depuis internet, un ICI déployé sur nos intranets. L'exploitation se fait obligatoirement depuis l'un de nos postes, depuis l'un de nos sites. Sur l'infrastructure, on va parler du matériel, des réseaux, mais également de la virtualisation et de la containerisation au sein du ministère. Du côté du cadre fonctionnel et technique d'hébergement, comme son nom l'indique, on va détailler l'offre d'hébergement et les prestations du CND. J'avais donné quelques exemples précédemment, mais comment est-ce qu'on déploie, comment est-ce qu'on sauvegarde, comment est-ce qu'on supervise. Et enfin, la partie conception et développement pour tout ce qui touche au développement. Donc, on va voir les outils de développement, les outils de test, langage de programmation autorisé, comment on gère les anomalies. La version actuelle du CCT fait environ 370 pages, avec le tableau de la pile logicielle. Donc, le document n'est clairement pas pensé pour être lu d'une traite. Pour une première lecture, je vous invite à regarder le sommaire et à aller lire les parties qui importent dans votre contexte. À minima, il va s'agir de l'offre d'hébergement, qui sera décrite par là, et des services socles qui sont écrits dans les services communs. Ainsi que la pile logicielle qui est en annexe et les critères d'éligibilité qui sont dans les services communs, me semble-t-il. Dans ces différentes parties réparties, on va décrire toutes les briques logicielles autorisées et elles sont récapitulées dans un tableau à la fin du document en annexe.
Dans ce tableau et dans ces parties, nous précisons le statut de la technologie et le degré de maîtrise de nos exploitants. Concernant le statut, je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'expliquer à quoi correspond le statut recommandé. Assujetti, en revanche, signifie que l'usage de la brique est acceptable sous réserve d'être dans l'un des cas décrits en commentaire et de ne pas avoir une brique recommandée et de ne pas pouvoir utiliser une brique recommandée équivalente. Par exemple, Alma Linux 9, MariaDB, MongoDB. Alma est assujetti du fait de son cycle de vie court. Les versions mineures d'Alma sortent tous les 6 mois et sont maintenues jusqu'à la sortie de la version mineure suivante. Donc on préférera l'usage de Alma 8.10, qui est maintenu 5 ans et qui fera le tuilage jusqu'à la Alma 9.10, qui sera également maintenu 5 ans. Côté Maria, il est assujetti parce que nous proposons déjà PostgreSQL en solution recommandée. On peut tolérer Maria comme base de données relationnelle, notamment pour les solutions stagiaires qui historiquement utilisaient du MySQL et ont basculé sur autre chose. Autre exemple, MongoDB est tout à fait acceptable tant que c'est pour faire de la gestion de gros volumes de documents. D'où le fait qu'il soit en assujetti, pas recommandé, puisque ce n'est pas une solution recommandée dans des cas généraux. Le statut déconseillé signifie que la brique est tolérée pour les SI déjà déployés, mais qu'elle sera refusée pour des nouveaux SI. En général, on donne ce statut à des briques proches de la fin de vie. Il peut y avoir des exceptions, des briques qui sont officiellement en fin de vie, comme PHP 8.2, qui restent tolérables dans certaines conditions. Dans le cas de PHP 8.2, c'est parce qu'il dispose dans les dépôts Alma et Red Hat de rétroportage des pages de sécurité. Du coup, on considère qu'il est toujours acceptable. Une brique peut également être interdite si elle contrevient à nos politiques ou simplement s'il s'agit d'une version qui est en fin de vie et donc plus maintenue. Nous n'accordons pas de dérogation pour des nouveaux SI arrivant avec des briques interdites. En revanche, pour un SI déjà déployé n'ayant pas pu assurer son MCS pour des raisons diverses et variées, une dérogation temporaire peut être recherchée auprès du ComCyber le temps de corriger la situation. Enfin, le statut émergent désigne des briques pour lesquelles les travaux sont en cours pour pouvoir prendre en compte soit de nouvelles briques, soit de nouvelles versions. Les composants émergents ont donc vocation à basculer soit au statut recommandé, soit assujettis à la fin de ces travaux. Côté soutien, ça renvoie à la capacité de nos agents à exploiter la brique, donc au ministère à exploiter les solutions. Soutenu signifie que les exploitants du ministère savent gérer la solution. Envisager qu'on est en train de se former pour la prendre en compte. Obsolescent signifie que c'est acceptable pour un SI déployé, mais qu'un nouveau SI arrivant avec cette brique ne sera pas exploité en interne. Et non soutenu signifie qu'il faudra nécessairement souscrire à une TME, donc une tierce maintenance d'exploitation. Pourquoi est-ce important? D'une part, parce que si nous ne savons pas exploiter pour le projet, ça implique de payer une tierce maintenance d'exploitation, donc un coût supplémentaire. Et d'autre part, parce que dans le contexte actuel, les directions d'application et de programmes sont fortement encouragées par la gouvernance, donc au sein du ministère, à privilégier des outils maîtrisés, donc soutenus. De manière à ce que, si on a un souci, on ait au moins la capacité à faire jouer la réversibilité de la TME. Ces statuts sont déclinés selon l'environnement. Donc on a l'intradef, qui correspond à notre hébergement historique de niveau diffusion restreinte et qui a vocation à disparaître en 2029. On a le cloud C1DR, qui est un cloud privé de niveau DR, qui prendra la suite de qui existe déjà et qui prend la suite d'Intradef. On a le SIA-SSF qui a perdu ses lettres pour système d'information des armées de niveau secret spécial France, c'est-à-dire l'intranet de niveau secret pour notre usage purement français. En alternative, pour tout ce qui relève, tout ce qui nécessite des échanges avec nos alliés, on a le SIA FROPS. FROPS étant le French Operational Network Up to Secret Level. Côté internet, on a le C1NP qui est un cloud privé de niveau diffusion restreinte. Grosso modo, c'est une capacité d'hébergement internet à la charge du CND et qui est l'hébergement à prioriser pour tous les déploiements sur Internet, même s'il est possible d'avoir des SI déployés en SaaS ou sur des offres IaaS ou PaaS. Et on a le segment I3E, qui est le réseau DGA pour les systèmes d'exploitation, pour les systèmes d'information, excusez-moi, d'expertise, d'essai et d'expérimentation, qui est l'ancien nom, qui est le nouveau nom des systèmes d'information scientifiques et techniques. Donc les systèmes d'exploitation à l'usage de la DGA. Il existe aussi le C3NP, qui n'apparaît pas sur ce tableau. C'est un cloud public de niveau NP,
qui désigne l'hébergement internet Secnum Cloud hors infrastructure du CND. Le Secnum Cloud, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une certification ANSSI qui permet aux utilisateurs finaux d'identifier des offres cloud qui visent en particulier à protéger les données et les traitements sensibles face à la menace cybercriminelle et à l'application des lois extraterritoriales. Donc il apparaît pas dans nos tableaux parce que concrètement, vous faites à peu près ce que vous voulez sur le C3NP, tant que c'est maintenu par l'éditeur. OK. Avant de parler de comment déroger CCT, je voudrais rappeler qu'une solution nécessitant une dérogation est forcément moins attractive pour nous qu'une autre qui serait conforme. Pourquoi? Si c'est hors CCT, sauf à ce que ça repose sur des middleware soutenus au sens CCT, cela contraint cela contraint le projet à payer une TME, comme je disais tout à l'heure. Et sur nos C1, donc le C1NP sur internet et le C1DR sur notre intranet, le déploiement sur VM doit être automatisé via des scripts Ansible. Du coup, si vous partez sur des briques qui sont hors CCT, on n'a pas les collections Ansible adaptées. Et du coup, ça veut dire que le projet doit soit vous payer vous, soit un tiers pour disposer des collections pour être compatible avec nos hébergements. Et du coup, ça induit encore un nouveau coût supplémentaire. Qui dit dérogation dit également délai pour s'assurer que la solution est bien acceptable et risque qu'elle soit non compatible avec notre hébergement, voire simplement refusée. Dans le cas où ce ne serait pas compatible de notre offre d'hébergement, il faudrait partir en salle blanche. C'est une offre d'hébergement où on offre juste l'électricité, le réseau et l'espace, et c'est au projet d'arriver avec le matériel. Donc concrètement, ça gonfle la facture puisqu'il a l'achat du matériel à prendre en charge et il doit ajouter au périmètre de la TME l'exploitation du matériel. Il reste néanmoins possible de déroger, par exemple si la solution répond à un besoin opérationnel, si elle couvre un périmètre fonctionnel pour lequel le CCT ne recommande pas d'alternative ou selon le contexte de déploiement. Typiquement, comme on offre beaucoup moins de choses, par exemple sur les bâtiments de la marine, on sera plus ouvert à déroger dans ce contexte-là qu'on ne le serait sur notre intranet DR où on offre déjà beaucoup de choses. La dérogation se fait dans le cadre d'un projet, donc à la charge de l'équipe projet au sein du MINARM, qui s'adressera à la Goratech. C'est donc pas vous qui prenez contact directement avec nous. Les dossiers complexes documentés ou insuffisamment documentés, sont traités en commission, le vendredi après-midi entre 14h et 17h. Notre planning est généralement plein sur les 3 prochains vendredis ouverts, donc concrètement, ça veut dire que pour passer en commission, il faut environ un mois. Après cela, et pour les autres demandes, elles sont traitées sur dossier en moyenne sous 20 jours ouvrés, donc on rajoute un deuxième mois de délai. En termes de documentation, il faut à minima remplir une présentation sur le modèle fourni. On va vous demander les éléments de contexte, l'architecture technique, la description de la pile logicielle, les précisions sur le déploiement. Pardon, je me suis mal exprimé quand j'ai dit on va vous demander, c'est pas à vous qu'on s'adresse, c'est à l'équipe projet. Donc soit l'équipe projet est capable de gérer toute seule, soit elle viendra vers vous. Là, c'est votre mamaille interne, ça dépendra de comment votre contrat est géré. En termes de documentation, nous sommes également preneurs du document d'architecture technique et de la documentation technique de manière générale si elle existe, ainsi que la liste des dépendances. Ça peut prendre la forme de Software Bill of Materials, de container file, de POM XML pour une application Java, etc. Le CCT est un document qui doit vivre pour suivre les évolutions technologiques et refléter l'évolution de nos choix politiques. Il est mis à jour 2 fois par an par la Goratech, à partir de remarques remontées par l'ensemble des acteurs du numérique du ministère. Concernant la pile logicielle, nous suivons en général le cycle de vie de l'éditeur en privilégiant les versions LTS, donc long term support. Il peut y avoir des exceptions, notamment sur les briques disponibles dans les dépôts Linux, puisque je parlais de rétroportage de pages de sécurité. Il peut y avoir des exceptions dans le cadre d'adhérence à d'anciennes versions dans des contextes spécifiques du fait de l'historique, ou alors dans le cas de produits avec un cycle de vie complexe. Quand je parle de cycle de vie complexe, je pense à ceux dont le cycle de vie justement dépend du contexte. Pour donner un exemple concret, il y a des briques dont le support étendu nécessite une souscription payante, comme par exemple le framework Java Spring. Autre exemple, on a des briques dont le support est conditionné à l'usage d'autres briques. Par exemple, la version Ansible qui est maintenue va dépendre de si vous l'utilisez tout seul ou si vous utilisez la plateforme AAP, donc Ansible Automation Platform de Red Hat. Donc je parlais de mise à jour biannuelle. Comme je disais, le document fait près de 400 pages, donc on se doute que le nombre de personnes ayant le temps et l'envie de lire un document aussi gros 2 fois par an est assez restreint. Sachez qu'une liste des modifications effectuées depuis la version précédente est disponible dans le document pour tout ce qui touche au corps et en annexe pour tout ce qui touche à la pile logicielle. Notre objectif, idéalement, est d'avoir des versions du CCT rétrocompatibles et des évolutions prévisibles autant que faire se peut.
Je disais donc qu'on vise des versions rétrocompatibles et des évolutions prévisibles. Après, on peut avoir des changements brutaux de statut qui découlent le plus souvent de changements de licence, de prix ou de politique de l'éditeur. Par exemple, Minayo est passé au statut déconseillé dans la dernière édition, suite à l'arrêt de l'édition communautaire. Dans un autre genre, on a des technologies qui peuvent être ajoutées au fur et à mesure, selon l'avancée des formations de nos exploitants et selon la mise à disposition des dépôts adaptés. Par exemple, nous avons étendu l'usage de Python sans restriction à l'IA Big Data dans la dernière version du CCT. Donc, comme je disais, on vise des versions rétrocompatibles et on évite les changements hors changement éditeur, mais ça peut quand même arriver que nous changions de politique nous-mêmes. Typiquement, un gros sujet en ce moment, c'est le sujet de la souveraineté, qui prend de l'ampleur parmi les entités étatiques. Et du coup, le CCT est obligé d'évoluer en conséquence. Dans un premier temps, cette évolution va se traduire par une mise en avant des briques open source et des briques européennes. Toutefois, il est probable que dans les versions suivantes, certains composants propriétaires ou fournis par des éditeurs soumis à des lois extraterritoriales passent progressivement au statut déconseillé puis interdit, en parallèle de l'ajout de solutions alternatives. Outre la mise à jour de la pile logicielle, d'autres évolutions sont les cartons. On voudrait clarifier la notion de conforme au CCT, qui est déjà définie aujourd'hui, mais il y a des cas qui sont toujours pas clairs pour les extérieurs, donc pour vous. Ce qui pose problème, c'est comme je le disais, si c'est pas clair, vous devez passer en Agoratech, ça implique des délais et un risque de rejet. Si j'ai une version N, je sais pas moi, de Node.js par exemple, qui est recommandée au CCT, par exemple aujourd'hui dans le CCT, j'ai du Node.js 24. La version 26 est disponible, mais n'est pas dans le CCT. La technologie est recommandée, la version est stable, donc logiquement, pourriez-vous dire que d'après les critères au CCT, vous pouvez utiliser Node.js 26. C'est vrai. Seul bémol, la contrainte Sensible ad hoc n'est pas encore disponible, donc si vous voulez faire du Node.js, ça veut dire que vous avez 3 options. Soit vous restez sur Node.js 24, parce que vous n'aviez pas de dépendance à la version 26. Soit vous pouvez attendre un mois ou deux que la collection de Node.js 26 soit mise à disposition par le ministère. Soit il y a urgence, et du coup, ça veut dire avenant pour qu'on paye, pour que vous fassiez ou qu'un tiers fasse une collection pour déployer automatiquement Node.js 26. Quand je parle d'industrialisation de la production, je parle en interne de simplifier l'entretien et faciliter la participation des différents acteurs compétents au sein d'Iminarm pour publier plus facilement et plus rapidement les mises à jour de la pile notamment. Parce que expliquer la logique pour que vous compreniez ce qui est acceptable et ce qui va l'être, c'est une première étape. L'idéal, ça reste encore d'être capable de décrire moins d'un mois ce qui est acceptable à intenter sans laisser de place à l'interprétation et donc à l'erreur. De manière générale, nous sommes preneurs de retour sur la lisibilité du document dans la version actuelle. Ceux-ci sont des liens utiles. Bon, la présentation a été faite à la base pour des acteurs du Minarm, donc c'est des liens internes. En revanche, vous avez les points de contact pour d'éventuelles questions. Donc, on a Bertrand Bonnemain, qui est l'adjoint du sous-directeur, Michael Bréjon, qui est moyenne plus 1, et du coup, moi-même. C'est pas la peine de retenir l'adresse fonctionnelle parce qu'elle n'est pas ouverte sur Internet et du coup, vous ne pourrez pas lui écrire. Et j'en ai fini avec la présentation, donc on va passer aux questions. OK, ben, merci beaucoup. Alors effectivement, il y a quelques questions. Alors je vais pas les poser dans l'ordre, hein. D'abord, première question super facile. Quelle est la date, de l'actuel, CCT, non protégé en vigueur? Quand est-ce qu'il a Il été doit mis à jour pour dater la de dernière février ou mars. Bougez pas, je vous donne la date exacte. Il y en a un qui date du début d'année, je pense qu'il est sorti fin février ou début mars, et la prochaine version, on visait juillet, mais vu l'état d'avancement, je pense que ça sera plutôt septembre. Pas de temps. On nous demande également comment récupérer la dernière version du CCT et comment recevoir les mises à jour. Alors les mises à jour, de CCT quand on n'est pas sur Intradev, de toute façon, on peut les avoir sur internet. Est-ce que tu as un lien, à nous donner ou pas? Je me rappelle plus, je crois que c'est sur le site, Non, du CCT, mais non, il y il est y a pas? les versions sont diffusées sur Intradef, que ce soit la version DR ou la version NP. Et OK, l'idée, c'est que c'est les projets qui la mettent à disposition d'accord, des industriels, parce que la SSI râle si on la met sur Internet ouvert à tout le d'accord, monde. OK. Donc, je peux vous fournir la version NP actuellement pour diffusion aux industriels, et après, c'est à voir avec les directions de projet qui utilisent vos solutions. OK. Donc dans Euh, enfin, ce que font, les personnes qui sont connectées et qui souhaitent, accéder, c'est qu'ils te contactent, en fait, hein, sur une des Ça adresses marche, que tu ça peut aussi. ouais.
OK. Je rediscuterai avec les SSI, mais je pense pas qu'ils aient changé d'avis sur la diffusion de niveau NP pour mise à disposition à tout le monde. OK. Bon, bah, très bien, donc on a donc ça, merci beaucoup, c'était la principale question. Alors ensuite, on nous demande, quelle est la je reformule, hein, ce que je comprends, quelle est la hiérarchie des normes, en quelque sorte, entre le cadre de cohérence technique et à la fois, des instructions, internes au ministère des Armées, comme, l'instruction ministérielle 900, et des instructions, fixées par, l'ANSSI ou le SGDSN, comme, l'instruction interministérielle 901 ou, l'instruction générale interministérielle 2102. Donc là, moi, je serais tentée de répondre la hiérarchie des normes est une science exacte. Quand ça vient de l'interministériel, ça s'applique, enfin, ça prévaut sur le CCT, mais il y a peut-être quand même quelques dérogations dont tu pourrais nous parler? Oui, alors petite parenthèse pour dire que la dernière version du CCT, il est à 3.7.0 et qui date du 17 février. OK, Je l'ai mis dans le chat et sinon le CCT est un document chapeau. Soit il référence la règle directement, soit il référence, l'IM 900 et cetera et cetera. Donc il y a pas de contradiction en le sens où on va pas rentrer dans le détail de ce qui est dit dans l'IM 900, on va juste dire en termes de, protection du secret, si je ne m'abuse, référez-vous à tel document qui est trouvable ici. d'accord. Donc a priori, pas trop de enfin, a priori, ça reste cohérent, la hiérarchie des normes est respectée. Normalement, oui. C'est, voilà. OK. Ensuite, il y a une question autour de la souveraineté. En fait, il y a plusieurs questions autour de la souveraineté. La première, c'est, comment sont gérées les priorités entre, la couverture fonctionnelle d'une solution, je rajoute aussi, sa performance, hein, et les impératifs de souveraineté. Alors c'est une question assez complexe, mais bon, tu peux peut-être apporter quelques éléments de réponse, ton point de vue là-dessus? Alors, c'est compliqué. Grosso modo, hier, les fonctionnalités prenaient le pas sur la souveraineté. Vous avez une solution américaine qui faisait, le café et une solution française qui était pas mal, mais qui nécessitait des évolutions. On partait sur l'américaine sans se poser de questions. Aujourd'hui, notamment avec, les débats sur l'usage de Microsoft au sein des entités étatiques, il y a beaucoup de choses qui sont remises en question. Hem, Grosso modo, on préférera enfin, si vous partez sur une solution qui est soumise à des droits extraterritoriales, typiquement de l'américain, on aura tendance à regarder s'il n'y a pas une alternative côté, européenne ou française. Mais on c'est les débuts, donc je peux juste vous parler de tendance et pas de faits. Effectivement et puis après, c'est vrai que, et ça reboucle sur une autre question. On nous demande, est-ce qu'il y a seulement la stack logicielle qui est concernée ou est-ce que, les impératifs de souveraineté s'appliquent également sur les équipements, sur le hardware? Bon, moi, j'ai commencé à répondre en disant que, tout est concerné. Toutefois, les marges de manœuvre dont on dispose sur les équi sur le hardware sont quand même très inférieures à celles dont on dispose sur le software. Est-ce que Tout à tu fait. cours à ça? Ouais, voilà. Typiquement, en parlant de piles logicielles, je vais vous dire que je veux des versions soutenues et puis quand je veux faire du réseau, on va me donner un pare-feu avec un OS, complètement obsolète, mais les concurrents ont aussi un pare-feu avec des OS obsolètes et du coup, on fait avec. Donc la marge de manœuvre sur le hardware est, très restreinte et on commence à faire des efforts sur plutôt côté software. Après, c'est des efforts, donc si à court terme, vous arrivez avec des solutions, américaines ou open source, ça va passer, mais d'ici, 3 ans, on va resserrer de plus en plus les vis. Typiquement, si vous avez une solution qui est adhérente à du Microsoft, à du Windows, par exemple, aujourd'hui, c'est oui, mais on fait des remarques au projet pour dire que la tendance, c'est, le full Linux. Sachant que j'ai pas de date pour donner une full Linux, donc aujourd'hui, je n'empêcherai pas un projet qui arrive avec du Windows d'arriver. Bon, mais c'est des choses qui vont se clarifier, dans les mois qui viennent et puis moi, je voudrais quand même rajouter un complément sur le hardware parce que, il y a un vrai intérêt en cas d'émergence, d'une offre alternative, pour la regarder de près et potentiellement, la soutenir. Voilà, donc si, de votre côté, vous vous posez des questions en termes d'inflexion, de votre offre, c'est des sujets sur lesquels on peut échanger. Il y a Après, pour rester sur la encore souveraineté, une pardon, question. Alors il y a une question beaucoup plus technique, donc là, je vais dire ce que j'ai compris. Je t'en prie, oui, oui. pour rester sur la souveraineté,
Hem, Aujourd'hui, on n'est pas les seuls à partir de plus en plus vers de l'open source ou des solutions, au moins non américaines. Donc ça veut dire qu'il y a des briques qui sont en train de, monter en puissance. Heu, Si aujourd'hui il y a rien qui enfin, mettons que vous fassiez, je sais pas moi, je sais pas, bref. Si aujourd'hui vous passez sur des solutions qui sont propriétaires américaines, ça passe et si vous entrez avec un contrat, enfin si vous partez avec un contrat avec le MinArm aujourd'hui et qu'on vous dit oui pour du Windows, bah, ça veut juste dire que quand on passera sur du Linux, ça sera à nous de vous faire un avenant. Si en revanche, vous partez sur un projet qui est vous êtes en discussion avec un projet qui est en conception et qui doit arriver, d'ici 3 4 ans, vraiment commencer à privilégier des solutions, au moins européennes, à défaut d'open source. Et donc justement, on nous pose la question, quelle est votre vision pour une solution américaine, mais open source? Acceptable. Hem, Typiquement, alors, c'est pas ultra clair. Si je prends l'exemple de, Alma Linux, quand on regarde la licence d'Alma Linux, ils disent qu'ils sont pas soumis aux EAR américains, pour export, je sais plus quoi regulation. Heu et alors que pardon, que le code source et l'application ne sont pas soumis aux EAR, mais que l'application l'est. Du coup, c'est pas for on a demandé des juristes, mais c'est pas très clair. Mais grosso modo, aujourd'hui, open source mais américain, c'est oui. On a une petite question beaucoup plus technique. Est-ce que la VM est la seule option pour un déploiement de système ou est-ce qu'on peut passer par Docker ou par, Podman? Alors, la directive conteneur est censée clarifier tout ça. Grosso modo, quand vous arrivez sur un segment réseau avec une œuvre avec, qui propose, un service d'orchestration de serveurs, il faut l'utiliser. Typiquement, vous visez un déploiement sur l'intranet, DR, on a une offre CAS. Vous visez un déploiement sur l'offre, secrète, on a une offre CAS. Vous êtes déployé sur les bateaux, on n'a pas d'offre CAS. Vous êtes déployé sur les data centers du service de santé des armées, ils n'ont pas d'offre CAS et du coup, dans ces conditions, on tolère, l'usage de Podman et Docker. Donc ça va dépendre du contexte. Après, de manière générale, Podman Docker, oui pour le développement et pas trop et plutôt non sur nos intranets. Que pensez-vous du guichet unique de l'AID? Est-ce que le projet déposé doit se conformer au CCT? J'en ai pas la moindre idée. Est-ce que toi tu as En fait, le guichet unique, c'est le point d'entrée, CND pour éviter que les agents du MinArm qui ne connaissent pas les processus, CND se perdent. mais là on parle de Heu, l'innovation de la défense, hein, le guichet unique de l'AID. ah, Ouais et là moi je connais pas du tout. bah, l'AID reste soumis au CCT puisque c'est une entité ministérielle. Alors c'est un débat qu'on a régulièrement avec eux, mais à la fin, on a raison, donc Mmh, donc il vaut mieux être conforme dès le début quoi, comme tu l'expliquais un peu plus tôt, hein. ouais. On a un petit, retour en arrière, sur la question de l'open source américain avec, une question sur Nuxeo. Accepté ou pas accepté? Alors on l'a ajouté au CCT en assujetti, grosso modo, historiquement, on faisait plutôt de l'alfresco, donc on n'a pas de problème avec Island, concrètement aujourd'hui. Hem Et du OK, coup, Nuxeo, c'est plutôt pour les cas d'usage qui sont pas forcément, super bien couverts par de l'alfresco, type, gestion de médias. Donc oui pour Nuxeo. d'accord. Donc après on a des questions sur, les données et l'IA d'abord. Donc le CCT on nous demande si le CCT prescrit une architecture de données distribuées de type data mesh et quels formats d'échange et standards de métadonnées sont imposés, pour rendre, enfin pour permettre, l'ingestion par les futurs modèles de l'Amiada. OK, on a assez peu de patterns d'architecture qui sont, proposés. On a quelques-uns pour des SI, classiques, où ça va aller, enfin des SI 3 tiers ou des choses à peine plus complexes avec des agents de messages. Mais non, on n'a rien sur, data mesh et cetera. Donc pour le coup, on voit au cas par cas. D'accord. Une autre, question sur l'IA, sur des solutions d'IA, est-ce que l'open source est étendu à l'open weight? À comment? Open Je quoi? je ne sais pas ce que c'est, question à 16h13. Ah ouais, Open est-ce que est tendu à l'open weight? Je connais pas du tout.
Est-ce que vous pouvez préciser, Marc de Capadine, votre question pendant qu'on en traite une autre? Sur le chiffrement matériel versus logiciel, donc on nous demande s'il y a des standards, spécifiques qui sont imposés, comme les chiffreurs IP de l'ANSSI, pour isoler ouh là, je l'ai perdu, pour isoler cryptographiquement les flux de données. Oui, enfin, Pour moi la je partie ouais. chiffrement, pour la partie chiffrement matériel, il y a des solutions hardware recommandées par l'ANSSI qui sont référencées au CCT. Je ne saurais pas vous les donner de mémoire. Pour le coup, sur la partie chiffrement, vous ne les verrez pas dans la version NP. Tout ce qui est sécurisation, c'est-à-dire chiffrement, antivirus, etc., c'est sorti de la version NP. Donc, pour en discuter, il faudrait que vous disposiez d'ACID et qu'on puisse vous envoyer la version DR. OK. On a un complément d'explication sur, l'open weight. L'open weight, c'est la maîtrise des modèles d'apprentissage. C'est peut-être une question à voir avec la MIAD, non? Oui, je pense qu'ils seront plus compétents, ce que je ne connais pas, et du coup, à chaud, je vais répondre à côté de la plaque. OK. De toute façon, il y aura un webinaire avec la MIAD. Je peux pas encore vous dire quand parce qu'on a besoin de le programmer avec eux. Mais, effectivement, vous serez invités et vous aurez l'occasion de creuser, sur ces questions-là. Question sur les firewalls qui sont autorisés. Et quid des firewalls open source, IP tables versus FortiGate? Pareil, pas le genre de discussion qu'on aura sur une conversation NP. C'est référencé dans le CCT. D'accord. Et on a déjà vu du FortiGate dans un cas particulier. Je me le note et je vous enverrai et je vous enverrai ce qu'on a dit sur FortiGate, même si de mémoire, il n'est pas dans le CCT, mais on a déjà rendu un avis sur le sujet. OK. Ensuite, on nous demande si les certifications de l'ANSSI de type CSPN sont prises en compte. Alors, la partie sécurité de manière générale est remplie par d'autres entités que nous, d'où le fait que je les maîtrise moins bien. Mais oui, la cyber prend en compte les recommandations de l'ANSSI dans ses préconisations pour du matériel ou des solutions de sécurité de manière générale. J'ai perdu la OK. J'ai pas entendu la réponse, j'ai eu une petite coupure, mais je pense que tu as répondu. Je disais que de manière générale, sur les solutions de sécurité, on va pas en parler sur un canal NP. Mmh. On était bien sur les... Alors, pardon, j'ai oublié la question. Oui, pardon, les certifications ANSSI de type, Oui, pardon. CSPN sont-elles prises en compte? Alors, deux choses. Pour les sujets de sécurité, il faut mieux qu'on évite d'en parler sur le canal NP. OK. Euh, En plus, de toute façon, c'est des sujets que je maîtrise moins bien puisque c'est d'autres entités, typiquement le ComCyber qui va éditer. OK. Maintenant, pour répondre à la question, oui, le ComCyber prend en compte les préconisations ANSSI et en général, les solutions qui sont recommandées, typiquement pour le chiffrement ou ce genre de sujet, sont des solutions avec un agrément ANSSI. OK. Donc je précise également qu'on fera intervenir le ComCyber, pareil, à programmer et je fais tout de suite, de la retape pour des événements un peu plus thématiques qu'on va organiser, avec notre partenaire, le Cercle de l'Arbalète, sur les thématiques de sécurité et de chiffrement. Donc et là, ce sera en présentiel, donc on aura la possibilité de se partager plus d'informations. Sur ces sujets-là. Je me rappelle plus si j'ai posé la question, je crois pas. Le Rust, Memory Safe, est-il un langage accepté par le cadre de cohérence technique? De mémoire, on a ajouté le Rust il y a 1 an dans le CCT, donc oui, on accepte le Rust. OK et ensuite, quid des dépendances au sein des solutions qui ne respectent pas le CCT, mais dont l'usage est limité à la solution? Exemple, dépendance OpenShift au sein d'un progiciel. Alors, on a une problématique avec un SI que je ne nommerai pas, où un éditeur arrivé avec de l'OpenShift. Concrètement, c'est pas compatible avec notre hébergement. Donc, soit c'est la seule façon de répondre aux besoins et ça reste possible en salle blanche, mais encore une fois, salle blanche, ça veut dire perte de temps parce que vous avez une dérogation, ça veut dire achat de matériel, donc encore du temps perdu plus des coûts qui sont en hausse. Et ça veut dire exploitation du matériel. Donc, théoriquement possible, en pratique, une solution qui arrive avec de l'OpenShift, à moins qu'il y ait personne d'autre à côté, sera refusée. OK.
Concernant la directive ministérielle, sur, les conteneurs, est-ce qu'on sait quand elle va sortir approximativement? Alors, je vise début juillet. OK, On a fait une première version, on a eu des retours de différents acteurs. Il nous reste un retour à prendre en compte et après c'est de la mise en forme et de la signature. Donc, si tout se passe bien, moi j'ai fini pour la fin du mois et après, je dirais, 1 à 2 semaines de mise en forme et de signature. d'accord. Bon, avec les congés d'été, peut-être plutôt début septembre quand même, hein? Il y a un petit risque que ça glisse, mais, comme ça fait un moment qu'on l'attend, on va tout faire pour. Alors, OK, oh là, une question technique là, donc je la lis, hein, parce que bon, le CCT prévoit-il d'étendre les paradigmes cloud native, Kubernetes, microservices jusqu'au système de direction de combat, CMS naval ou FCS terrestre? Si oui, comment le cadre gère-t-il techniquement la friction entre une orchestration IT standard et les exigences du temps réel dur? Aucune idée. Surtout qu'en fait, la problématique, ça va être que, souvent les, systèmes de combat réel, ils sont sur le terrain et que les compétences et l'infrastructure et les services sur le terrain sont limités. Donc il faudrait qu'on voit au cas par cas. Bien, pour l'instant, il y a J'en ai pas parlé, mais, si c'est une discussion que vous avez dans le cadre d'un projet, le projet est tout à fait, p a l'option de venir voir l'Agoratech pour, discuter d'une problématique technique, particulière en tant qu'orientation. Genre, on n'est pas obligé d'attendre d'avoir une solution qui a été choisie, si, je sais pas moi, mettons la marine a cette problématique, qu'elle a discuté avec vous en avance de phase et qu'elle veut savoir si c'est réalisable, elle peut venir discuter avec l'Algoratech, heu, en nous présentant un contexte concret et on pourra lui dire ce qui est faisable ou non. OK, donc apparemment cette réponse, est suffisamment éclairante. Voilà. OK, je vois pas d'autres questions pour l'instant. Je laisse peut-être, encore un tout petit peu de temps si vous avez des regrets, pour que vous ayez le temps de taper sur le clavier aussi. Est-ce qu'éventuellement, Mathieu, tu peux réafficher les adresses de contact qui peuvent Bien être sûr. utiles? Voilà, Je suis en train d'en monter, je vois une question sur Proxmox vs containerisation. ah, j'ai pas vu, Ça va dépendre des contextes. ouais. Normalement, si vous arrivez sur notre infrastructure, vous avez pas de souci puisque c'est nous qui fournissons la solution de virtualisation et de containerisation. La question va se poser, pour un SI qui est dans la verte ou pour une entité qui aurait besoin de monter, une capacité d'hébergement local et de manière générale, ça va dépendre du contexte. Aujourd'hui, c'est de la virtualisation qui est sous VMware qui est proposée dans le data center et la containerisation, c'est avec du Kubernetes, en moteur de conteneur. En moteur d'orchestration, pardon, excusez-moi. Théoriquement, c'est les projets qui nous contactent. Après, si vous avez des questions spécifiques sur le CCT, ça va être les 3 points de contact. Donc vous avez, l'adjoint de -2, -1 et moi-même. Pour des points simples, je vais pouvoir vous répondre, facilement et sinon, il va nous falloir des éléments de contexte. Comme par exemple, pour la partie système de direction de combat, comme on n'a pas d'offre, ça va être du cas par cas. Donc, vos questions sont à contextualiser dans un besoin minable. Donc là, il y a une question à 16h25 là. Pourquoi est-ce que OpenShift est un problème? Est-ce que tu peux développer? On vous offre des VM ou des conteneurs et du coup, on n'a pas besoin d'un OpenShift. Du coup, on en revient à ce que je disais, vous arrivez avec une solution qui est concurrente des services socles et du coup pas acceptable. On va pas monter un OpenShift sur une VM pour permettre aux gens de, enfin, ça serait une usine à gaz et on va pas non plus. Donc le seul cas où OpenShift pourrait être tolérable, c'est, déploiement hors des data centers, existants. Heu et encore, on a d'autres solutions qui sont recommandées plutôt qu'OpenShift, ou alors c'est en salle blanche. Parce que, fonctionnellement, votre outil est le seul qui répond aux besoins métiers, et qu'on est là à la base pour répondre à un besoin métier et qu'on n'a pas pu prendre autre chose. Mais si on peut prendre autre chose, on prendra autre chose. Et je dis ça pour OpenShift, mais j'ai rien contre OpenShift, hein. Ça aurait été une autre solution de virtualisation type, OpenStack, Proxmox, ou autre. Si c'est pour être hébergé, sur nos intranets, c'est non, on fournit déjà le service. Une dernière question, CCT versus guide de durcissement DGAMI. Je connais pas ce Alors, théoriquement, les guides de durcissement du DGAMI ont vocation à être, inscrits au CCT. Le souci qu'on a, c'est que, de la même manière que vous ne trouvez pas le CCT parce qu'il y a pas de lien, on ne trouve pas les guides de durcissement DGA parce qu'il y a pas de lien.
Donc on les récupère via nos contacts DGA quand on est au courant de leur existence. Si on parle de durcissement d'OS, normalement, le travail est censé être fait par le CND. Donc donc ça veut dire qu'on a des OS durcis qu'on peut vous fournir pour vos tests. Je ne sais pas si ça couvre la question ou s'il y a d'autres guides de durcissement que les guides de durcissement de système d'exploitation. Auquel cas, je veux bien savoir lesquels pour préciser ma réponse. Normalement, Windows 22, on doit avoir un guide puisqu'on a l'OS durci qui est mis à disposition. Pour Windows 25, travaux en cours. Donc je ne sais pas si c'est parce qu'on attend du guide de durcissement ou si c'est parce que côté CND, on n'a pas encore eu le temps de finir les travaux. Après, pour pas vous mentir, Windows Server 2025, c'est pas la priorité. Parce qu'encore une fois, avec la problématique de la souveraineté qui reprend du poil de la bête, on fait plutôt des efforts sur les briques open source et souveraines que sur Windows Server 2025, surtout qu'on a la 2022 en alternative. Bon, je vois pas d'autres questions. Alors moi, il me reste, bon déjà je vais vous faire passer dans le chat une adresse mail. Cette adresse mail, elle vous permet de nous faire un retour si vous le souhaitez sur ce webinaire. C'est pas du tout obligatoire, mais vous pouvez le faire. Également à nous suggérer des thématiques parce que nous, on essaie de vous proposer une offre de sujets très intéressants et je pense qu'aujourd'hui, le nombre de questions, la participation montre l'intérêt que vous avez pour ces webinaires. Et moi, mon objectif, c'est qu'il y en ait un par mois et qu'on soit capable vraiment de vous donner une vision complète du numérique de défense et d'abaisser les barrières à l'entrée, notamment pour les PME, hein, mais pour tout le monde en fait. Donc n'hésitez pas quand même à poser des thématiques si vous voyez qu'il y a des sujets qu'on n'a pas prévu de couvrir. Ça nous sera utile. Et à nous faire des retours, des suggestions, ce qui vous paraîtra pertinent. Mathieu, moi je voudrais te remercier pour la clarté de ta présentation, pour ta disponibilité. Je pense que ça a créé beaucoup de valeur pour les gens qui étaient là. Et voilà, ça nous permet, je vois qu'il y a des petites réactions, des thumbs up, merci pour lui. Donc ça nous a permis d'y voir plus clair sur le CCT. Et voilà, avant qu'on conclue ce webinaire, alors sauf si Mathieu, tu veux rajouter quelque chose? Le CCT aujourd'hui, comme je disais, il fait près de 400 pages. À mon sens, il est beaucoup trop gros à la fois pour l'entretien et la lecture. Si jamais vous avez à mettre la main dessus et si vous avez des remarques à faire sur son contenu, je suis preneur parce que moi, ça me fait des billes derrière pour pousser des évolutions, notamment en termes de lisibilité. Alors, le catalogue Oranos ne contient pas que des versions compatibles CCT parce que déjà, il y a l'historique. Il y a des petits filous qui ont réussi à passer, rentrer les mailles du filet. Et l'essentielle raison pour laquelle il y a des trucs qui sont hors CCT. Non, l'autre raison, c'est qu'il y a des choses qui peuvent être acceptables, encore une fois, sur des SI isolés ou autres, qui du coup sont ajoutées au catalogue parce qu'on a des besoins pérennes, mais qui ne seraient pas acceptables sur nos intranets. Donc le fait que vous Wanos ne signifie pas forcément que c'est acceptable en CCT. Et je me permets même Du de coup, voilà. compléter, concernant ce catalogue Ouranos, c'est qu'il y a un petit widget qui va être, ajouté, pour qualifier le niveau de souveraineté de la solution. Donc, de plus en plus, les solutions, d'origine, extra-européenne ainsi que, celles qui sont soumises à une extraterritorialité, et bien ces solutions-là seront, vraisemblablement de moins en moins choisies, par, les services du ministère qui prennent des solutions sur le catalogue Ouranos. Il fut un temps, on envisageait de regarder les catalogues UGAP et Uranus pour lister ce qui est compatible CCT. Mais en fait, il y a juste beaucoup trop d'entrées et on n'a pas les architectes pour prendre en charge. On fait des rappels quand il y a des projets qui viennent nous voir et sinon, regardez plutôt le CCT que les catalogues. Autre chose Mathieu ou c'est bon? C'est tout pour moi. Merci pour votre attention. Alors moi, je voudrais maintenant laisser la place à, et la parole à Benoît de Saint-Cernin, qui est, le président du Cercle de l'Arbalète, et qui anime le collège Défense et Numérique, pour vous parler de prochains événements et notamment du, séminaire qui aura lieu, en avril 27 à Bordeaux, le D2NS.
Je te laisse la parole, Benoît. Merci beaucoup Martine, merci beaucoup Mathieu pour cette présentation. Alors, je vais être très clair, la vocation du Collège Défense et Numérique, c'est de venir appuyer, de venir aider le CND. Et une des choses que nous voulons absolument faire, c'est que les différents membres du collège puissent se connaître entre eux pour proposer des solutions ensemble. Vous avez tout le monde est bien clair sur la notion de souveraineté, c'est vraiment clairement notre objectif. Et donc, probablement que cette souveraineté va naître de coopération entre vous. Donc, je remercie, j'accueille avec joie les quasiment 50, voire même plus membres, entreprises qui ont déjà rejoint le collège. Les portes vous sont grandes ouvertes. On a des travaux à faire ensemble. Il y a à la rentrée de septembre, Martine Balland vous l'a dit, un certain nombre de webinaires. Donc, nous, on va continuer à les stocker, à les mettre à disposition. On va nous-mêmes être à l'origine de webinaires vis-à-vis du CND. Mais il y a également une visite qui est prévue d'installation du CND pour voir concrètement les gens qui gèrent ça au quotidien et leurs besoins. Tout ça, c'est déjà dans les tuyaux pour les entreprises qui sont membres. Celles qui ne sont pas encore membres, on ne peut que vous inviter à venir nous rejoindre si vous le souhaitez. Et puis, comme Martine l'a dit et le général Roland l'avait dit aussi, il y a eu le séminaire numérique organisé par le CND au Kremlin-Bicêtre il y a environ un mois. Nous préparons actuellement le salon D2NS qui aura donc lieu en avril 27. L'objectif, c'est en fait de donner vie un peu à ce qui a été dit tout à l'heure dans le cadre du CCT et à ces partenariats entre les entreprises vers une souveraineté. Et en fait, le cœur du D2NS devient le suivant, c'est que ça va devenir interministériel à la demande en fait du Premier ministre et de Matignon. Et le concept, il est très simple. Les solutions retenues par le ministère des Armées doivent pouvoir être proposées aux autres ministères. Alors, on va dire les petits ministères, petits au sens stratégique, je pense à la culture, le sport, etc., etc. Et puis, les deux très gros, ministère de l'Intérieur et Bercy. Pour l'ensemble de ces ministères, D2NS doit être une plateforme où on va parler en fait de la souveraineté numérique de l'État. C'est ça la mission que nous avons, nous, en appui du CND, mais le CND est en train d'ouvrir le théâtre pour l'ensemble des ministères et c'est une volonté absolue du Premier ministre. Il nous l'a fait savoir très concrètement et donc nous, on va continuer à essayer de vous fédérer, vous les entreprises, dans le but du D2NS. Voilà. Donc, je vous embête pas plus après cette visio, ce webinaire technique, mais la vocation que nous avons, nous, c'est d'épauler le CND et donc derrière d'épauler les ministères. Voilà. J'en dis pas plus. Vous serez les bienvenus si vous nous rejoignez. Et D2NS, attention, c'est dans un an, mais ça vient très, très vite. Et comme là, on sort d'Eurosatori, il y a beaucoup d'entreprises qui reviennent vers nous maintenant. Et pour info, j'avais un déjeuner aujourd'hui avec le général commandant les opérations spéciales, qu'on appelle le GECOS. Eh bien, une partie des thématiques du SOFINS va être des thématiques de numérique de défense sur différents thèmes qui seront définis après. Mais voilà, en fait, il y a du numérique de défense présent déjà au SOFINS. On en a besoin pour les opérations spéciales. Et la semaine d'après, on aura donc le séminaire D2NS dédié à tout l'interministériel. Les solutions choisies, retenues par les militaires, doivent être proposées et, si possible, implémentées pour les autres ministères. Voilà, je ne dérange pas plus. Merci à tous. Si, oui. Tu peux mettre un point de contact, mets-le dans le chat. Alors, je vais mettre, je pense que je l'ai mis là. Je vais vous remettre, voilà, le site du collège. Voilà, c'est là que toutes les entreprises, vous trouverez les éléments si vous souhaitez nous rejoindre. Voilà, vous êtes vraiment tous les bienvenus. L'objectif est clair. Mathieu Bézanger en a parlé de la notion de souveraineté. Enfin, les choses sont très claires. Elles sont en train d'être dites de plus en plus clairement, sans problème. Voilà, nous, on va être un opérateur pour mener à bien des projets qui vont mener à ça. Et je voudrais aborder une question qui m'a été posée par plusieurs entreprises qui n'avaient pas très bien compris. Alors sur deux éclaircissements. Alors c'est peut-être la 20e fois que je le dis, mais il n'y a aucune relation d'exclusivité concernant les marchés du numérique de défense entre le cercle de l'Arbalète et le CND. C'est deux choses qui sont complètement différentes, hein. Moi, j'interviens pas du tout dans les marchés. Ma mission, c'est animer l'écosystème. Un de nos partenaires, un de nos grands partenaires, c'est évidemment le Cercle de l'Arbalète avec son collège défense et numérique. Ça n'a aucun impact sur votre capacité à candidater sur un marché et encore moins à le remporter.
et l'adhésion au collège ne vous apporte aucune information privilégiée pour la simple et bonne raison que ce serait totalement contraire au code de la commande publique. Donc ça, c'est le premier point, mais j'enfonce encore définitivement le clou parce que il y a pu y avoir un flou que je regrette. Et le deuxième point, et là je parle sous ton contrôle, hein, Benoît, mais il me semblait l'avoir bien compris, il n'y a pas besoin d'être membre du collège défense et numérique pour acheter un stand à D2NS. Toutefois, tes membres sont prioritaires. Est-ce que Ah c'est bah, bien ça? c'est tout à fait vrai, c'est 100% vrai. Globalement, D2NS, il y aura 280 emplacements parce qu'en fait, il y en a 280 pour les forces spéciales la semaine d'avant. On aura peut-être 100, 150 membres. Bah, ça veut dire qu'il reste encore 130 emplacements pour des entreprises qui ne sont pas membres du collège. Donc, il n'est pas obligatoire d'être membre du collège pour avoir un emplacement à D2NS. C'est en fait deux choses différentes. La seule particularité, c'est qu'un membre du collège est assuré d'avoir une place. Parce que pour cet univers numérique, quand vous prenez un très beau salon comme le Forum de Lille, anciennement le FIC, qui a changé de nom, il y a 800 entreprises. Nous, il y en aura 280. Voilà. Donc les membres du collège, eux, sont assurés d'avoir une place et les places restantes seront donc évidemment attribuées aux autres entreprises. Mais il y a une sélection sur l'intérêt de la solution proposée. Tout à l'heure, dans le chat, il y avait des notions sur le hard. C'est une notion qui nous intéresse beaucoup. Le stockage des données, ça nous intéresse beaucoup aussi. Et toutes les solutions logicielles françaises, mais qui peut-être doivent être en appui les unes avec les autres. C'est pour ça que dans l'ADN du collège, on organise de quoi faire que les entreprises se connaissent entre elles pour répondre ensemble. Voilà. Et là, ça, c'est un point très important pour nous. Oui, parce que un de nos objectifs CND, c'est que les entreprises se regroupent pour répondre à nos appels d'offres, si possible, pour être capables d'avoir plus de PME et plus d'innovation. Voilà. Donc, on va pas aller plus loin là-dessus. Moi, je vous donne rendez-vous, quoi qu'il en soit, à la rentrée, avec de nouvelles thématiques. J'espère tenir un rythme mensuel. En tout cas, votre participation me confirme l'intérêt pour cette formule. Donc, nous allons persister. Et encore une fois, un grand merci à Mathieu pour la présentation super claire qu'il a faite. Bonne fin de journée à tous. Au revoir et merci.